Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur le plateau d'AGA TV, le format TV pour les agents généraux d'assurance. C'est le troisième plateau d'AGA TV. Nous allons aborder aujourd'hui, dans une perspective de développement et de croissance de vos agences, le sujet du marché de l'assurance de personnes. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Patrick Evrard. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes président d'AGA. Laurent Boulangea. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président adjoint AGA et agent Generali. Benjamin Proux, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes président Swiss Aga et agent Swiss Life. Et enfin Fabrice Allemand. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous êtes président du CNAVS. C'est un peu compliqué à dire, mais en tout cas c'est le syndicat professionnel représentant les agents généraux du réseau AXA Prévoyance et Patrimoine. Merci, et vous êtes aussi agent AXA Prévoyance et Patrimoine. Merci messieurs de votre présence sur le plateau. D'abord, Patrick Evrard, on parle souvent d'assurance dommage pour le réseau des agents généraux, mais nous constatons néanmoins que l'assurance de personnes a une belle progression sur le réseau. Comment expliquez-vous cela ? Alors vous savez, on a vécu pour les agents généraux deux phases. Sans faire une histoire à remonter à Louis XIV, mais je veux dire, dans les années 80, 90, 2000, les agents généraux sont quasiment exclusivement basés sur l'assurance dommage. À tel point que les banques, qui commencent à faire de l'assurance à cette époque, vont prendre une grande partie de part de marché. Vous savez qu'aujourd'hui, l'assurance vie est distribuée à 78% dans notre pays par les banques assureurs et les banquiers. Les choses changent à partir de 2000, lorsque les compagnies créent des réseaux uniquement centrés sur la production d'assurance de personnes. C'est le cas du CNAVS, ça va être le cas de réseaux comme Swiss Life. Et là, on va avoir un développement très fort chez les agents généraux de l'assurance de personnes. En presque 20 ans. Aujourd'hui, 2400 agents généraux sur 11 880 que nous sommes à fin 2020, font uniquement, ou quasiment uniquement, de l'assurance de personnes. On a 1260 agents généraux du CNAVS, presque 1300 aujourd'hui, parce qu'ils se développent tellement vite qu'ils créent de nouvelles agences. On a 450 agents généraux Swiss Life, on a 599, pour pas dire 600, agents généraux du conservateur. Donc pratiquement 20% du corps social, aujourd'hui, travaille en assurance de personnes. C'est quand même très très important ce changement. Et je ne désespère pas de voir la part de marché des agents généraux, qui aujourd'hui est de 6% dans le pays, augmenter à 7%. Parallèlement à ce développement, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, bien, dans les agents généraux normaux, enfin je dirais toutes branches, on voit aussi un développement de l'assurance de personnes assez fort dans certaines agences. Alors ça a été boosté premièrement par l'ANI. L'ANI a été une crainte pour les agents généraux parce qu'ils voyaient leur portefeuille de santé individuelle disparaître au profit de contrats collectifs. Et certains agents ne pratiquaient pas l'assurance collective. Eh bien, ils s'y sont mis avec une résilience absolument admirable. Ils se sont mis à produire des contrats collectifs. Ils se sont formés. Une fois que vous êtes formés, eh bien, après, vous continuez. L'ANI a été vraiment quelque chose de très très marquant. Un déclencheur peut-être. Un déclencheur, et aussi une vision pour les compagnies que les agents généraux pouvaient se positionner en vie. Donc aujourd'hui, on est dans cette dynamique-là, et je pense que, et j'espère que cette dynamique ne va pas s'arrêter. Alors on va parler un peu de tous les sujets sur l'assurance de personnes. Laurent, vous avez un complément à faire partager sur l'ANI, comme le dit Patrick, typiquement le réseau Generali est un réseau qui s'est vraiment développé sur le marché de l'ANI, puisqu'on a eu une offre très compétitive à l'époque proposée par notre compagnie, et c'est plusieurs dizaines de milliers de contrats qui ont été faits par des agents, comme le disait Patrick là aussi, très traditionnellement plutôt yard, et qui ont, grâce à l'ANI, réussi à se développer. Et je pense qu'il y a une deuxième chose aussi qu'on voit de plus en plus, alors là, toute compagnie confondue, c'est le développement des associations, avec une juxtaposition d'un agent plutôt spécialisé en assurance de dommages, avec un agent plutôt spécialisé en assurance de personnes, et on voit que ces tandems-là fonctionnent plutôt très bien et permettent à des réseaux dits traditionnels et plutôt yard de vraiment développer la partie assurance de personnes. Donc la complémentarité, en fait, des profils et des connaissances
connaissances sur ces différents secteurs. Il y a une vraie volonté aussi des compagnies, et je pense que tous les agents y ont aussi intérêt, c'est d'aller équiper complètement le client. On voit bien qu'à partir du moment où un client il est équipé et en assurance de dommages et en assurance de personnes, on a une rétention de ce client qui est bien meilleure, et ça permet de le conserver dans la durée, et puis aussi d'amener plus de valeur à l'agence. Plus on fait de contrats avec un client, plus c'est quand même les intérêts des agents. Nous avons effectivement vu le contexte évoqué par Patrick Everard de l'évolution en fait de l'assurance de personnes. Alors je vais m'adresser plus particulièrement à Benjamin et à Fabrice. Vous êtes assez spécialisés sur l'assurance de personnes. Vous avez des réseaux d'agents experts, comme le disait Patrick Everard tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire de leur développement en termes de chiffre d'affaires pour être précis? On est, je vais préciser quand même, ou en chiffre global. On est des agents généraux traditionnels, donc on réalise les 3 métiers, vie, santé, prévoyance et dommages. Et c'est vrai que je rejoins ce que disait Patrick. On a vécu, de par notamment l'arrivée de Swiss Life en France dans les années 2000, fin des années 2000, un fort développement sur l'assurance vie, puisque nous étions, nous, un réseau historique d'assurance de personnes santé individuelle. Donc on a vécu, je rejoins effectivement, on a vécu un très très fort développement et une forte poussée vers l'assurance vie, je crois qu'on en reparlera plus tard. Les chiffres aujourd'hui de développement en assurance de personnes sont phénoménaux. On a vécu une année 2020 extrêmement particulière, mais extrêmement particulière aussi dans les chiffres et dans les résultats. Et c'est vrai que, Fabrice le dira peut-être, ceux qui étaient déjà présents sur l'assurance de personnes en 2020 ont vécu une année incroyable en termes de résultats, en termes d'activité, et ça prouve enfin qu'on avait raison d'être là, d'être présent, et d'avoir cette culture d'assurance de personnes. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la culture, parce que je défends et je représente mes collègues Swiss Life, on n'a pas la culture dommage, bien au contraire, on se développe et on assure nos clients en dommage, mais c'est vrai qu'on a une forte tendance à être assurance de personnes et une identité, donc les clients nous perçoivent aussi de cette manière-là. Donc les chiffres sont très bons. Effectivement, on a un réseau d'agents aussi qui se développe, ce qui est quand même assez rare. Et ça, c'est extrêmement positif, que ce soit en vie, en santé ou en prévoyance. Donc un bon développement, y compris sur 2020. Un très très bon. Sans trahir de secret, ça sera une année record. Très bien. Fabrice, qu'est-ce que vous en pensez de ce... Moi, je suis pas pratiquant en dommages. J'ai une culture dommage, mais je suis pas pratiquant. Donc je suis le seul qui est spécialisé vie et uniquement vie. Et ce réseau vie, AXA Prévoyance et Patrimoine, effectivement, c'est presque 1300 agents. C'est énorme. Quand j'ai démarré il y a presque 20 ans, donc effectivement au début des années 2000, on était 400. Mais c'est un vieux réseau, c'est pour ça qu'il s'appelle le CNAVS, agent général vie spécialisé. Moi j'étais, quand j'ai démarré, agent général vie spécialisé, Alpha Assurance, AXA Conseil, ça s'appelait à l'époque, pour ceux qui s'en rappellent. C'est des anciens réseaux qui venaient de Drouot, La Vie Nouvelle, les Mutuelles Unies. Là je fais appel un peu à l'histoire, mais c'est pour dire que ce réseau a plus de 60 ans en fait. Spécialisé uniquement sur la vie et que ça a du sens. Et comme le dit Benjamin, effectivement, on a vécu une année qui, moi, m'a particulièrement étonné, 2020, dans le sens où on a démarré l'année avec un confinement et j'étais extrêmement inquiet sur l'activité de mes consoeurs et de mes confrères, sur une activité qui est une activité très intuitive personnelle, qui est très liée à la rencontre avec le client, puisqu'on parle de sujets assez intimes, du patrimoine, de la prévoyance, de la protection financière de sa famille. Et on finit l'année 2020, là aussi, c'est toujours compliqué. Il y a les bilans des compagnies qui arrivent, les annonces de résultats, donc on ne peut pas citer trop de chiffres, mais on a une année, effectivement, qui est en progression très importante. Une année record ou une année record. Il a raison, Benjamin, une année absolument record. Mais c'est purement contextuel, c'est purement lié au Covid ou c'est une tendance générale quand même? Tout à l'heure de la loi Pacte. Oui, il y a un fonds quand même qui... Et de l'effet de boost sur l'épargne retraite, qui est un fondement de notre métier et un des fondements de notre métier, un des piliers, et qui a eu un vrai effet boost sur notre chiffre d'affaires. Alors
Est-ce qu'on ne dit pas, parce qu'ils sont modestes tous les deux, je les connais bien, c'est que les résultats des années précédentes, 2019, 2018, 2017, étaient déjà en forte progression. Donc non, ça n'est pas uniquement l'effet Covid, c'est l'effet d'un travail très, très, très organisé et d'agents généraux qui travaillent. Et puis d'un marché qui est porteur, eu égard à la réglementation. Comme le disait Patrick très bien, quand il parlait des banques assureurs, le rôle de l'agent vie, entre guillemets, c'est d'apporter un conseil, à mon sens, que le réseau bancaire aujourd'hui n'apporte plus à une certaine clientèle, un vrai rôle de conseil à une certaine clientèle qui a besoin d'architecture patrimoniale, qui a besoin de conseils pour protéger sa famille. Ce métier du banquier, on va dire de papa, mais qui avait une vraie relation avec son client, je pense qu'ils l'ont perdu en vendant du produit et uniquement du produit aujourd'hui. Nous, on apporte ce conseil en tant qu'expert. Mais pour rebondir là-dessus, Laurent, il y a une étude qui est parue dans Le Monde récemment, qui est une étude purement sur les réseaux bancaires. Où en fait ils ont compilé. Je vois quelle étude vous faites référence. toutes les notes des clients qui passaient, et c'est quand même extrêmement intéressant de voir que ce qui est classé en réseau bancaire, enfin, en tout cas les meilleurs accueils clients sont réalisés par les réseaux bancaires des agents d'assurance AXA et Allianz. Et donc on voit très bien ce que dit Fabrice, c'est que aujourd'hui l'accueil fait par un indépendant agent général est plutôt mis en valeur par les clients par rapport à un accueil plus traditionnel de banquier. Donc on voit bien tout l'apport que des gens qui ont de la compétence, qui sont spécialisés, apportent aux clients, parce que c'est quand même le plus important, c'est quand même ça. Vous aviez raison de le préciser, Laurent. Merci. Alors, vous avez évoqué le plan épargne retraite, Fabrice. L'année passée était un peu mouvementée quand même au niveau du secteur, au-delà des contraintes que nous avons connues et des dégâts que nous connaissons encore. Mais il y a une grande réussite, c'est le plan épargne retraite. Vous avez évoqué effectivement son contexte réglementaire, la loi Pacte. Benjamin, est-ce que pour vous, le plan épargne retraite, ça a bien marché pour Swiss Life, et surtout quelles sont les opportunités que peut donner ce marché? La loi Pacte, c'est astronomique en termes d'effets. On était présents, nous, dès le 1er octobre 2019, avec les produits adéquats. Et tant mieux. Alors c'est vrai que notre histoire fait qu'on a déjà un stock de clients, on a déjà cette culture, on a déjà tout le back-office de formation et de clientèle surtout. Et c'est vrai que dès le 1er octobre, alors je vais pas dire dès le 1er octobre, mais dès le 15 novembre 2019, on a vu un effet boost sur les ventes et le conseil et la demande qui n'existait plus, je veux dire depuis la loi Madelin, qui date quand même de 1994. Et c'est vrai que moi, j'avais jamais connu ça. Ça faisait une quinzaine d'années, ça fait 20 ans que je suis agent général. J'ai jamais connu ça. Un client un prospect qui vous appelle en me disant je veux souscrire absolument un PER. Bon, donc c'est vrai que c'est une très très belle opportunité. Je pense que les assureurs qui sont au rendez-vous aujourd'hui fonctionnent très très bien. Fort heureusement, les banques n'y sont pas encore. Et je pense que par rapport à ce que disait Laurent, je pense que c'est vraiment un produit qui doit se conseiller, sur lequel le client, le prospect a besoin de conseils et d'accompagnement. Et là, on a notre vraie valeur ajoutée, puisque on arrive à faire, nous, la différence sur le long terme. C'est vrai qu'en assurance de personnes, pour faire un petit peu basculer les agents généraux dommages, 100% dommages ou essentiellement dommages, moi je dirais que c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le très long terme. Moi le premier, j'étais sceptique dans les années 2000, à vendre de l'assurance vie, à vendre des unités de compte, on en parlera. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se fait vraiment sur année après année, la relation avec le client. Comme le disait Fabrice, la relation, c'est quelque chose qui se noue, et on a quand même on arrive à rentrer dans l'intimité aussi de chaque client, et ça c'est quand même très intéressant. Là, le PER, ça a été c'est quelque chose, puisqu'on est aujourd'hui qu'au début, selon moi, c'est quelque chose de absolument incroyable. Alors, je sais que... Mais c'est plutôt des transformations de contrats existants, ou c'est des affaires nouvelles, vraiment ?
Alors, Benjamin. on a effectivement la possibilité de pouvoir transformer les anciens contrats dits article 83, puisqu'on a eu une fenêtre de tir jusqu'au 1er octobre 2020. Mais pas que. Ça a eu vraiment un effet, je veux dire, boost sur un certain nombre de clients ou de clientèle que nous n'avions pas, notamment les salariés cadres, qui d'ailleurs en 2020 ont eu beaucoup de temps, non pas parce pour regarder, voilà, puisqu'ils étaient à la maison confinés à rien faire, enfin pas forcément rien faire, mais on a eu beaucoup de demandes et c'est vrai qu'avec Patrick, on en avait discuté au mois d'avril, mars-avril 2020. Moi, je disais, écoute, on a une très forte activité sur le PER, sur les bilans retraite et ainsi de suite. Voilà, donc très 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 positif. Laurent, il y a peut-être eu un contexte aussi au-delà de la loi Pacte. Alors, il y a eu clairement un alignement des planètes. C'est-à-dire, quand vous regardez les productions retraite, on va dire sur les 20 dernières années, on voit bien qu'effectivement, l'apparition soit d'un nouveau produit, alors il n'y en a pas eu tant que ça, mais soit une réforme réglementaire, et notamment une réforme des retraites. Ça a été le cas au moment de la réforme Fillon en 2004. Il y a eu des moments clés. On voit bien que lorsque le gouvernement s'empare du sujet retraite et qu'on entend ça tous les soirs aux 20h, ça génère... Alors, quelque chose que j'aime pas tellement, qui est une forme d'angoisse. Et une inquiétude. Voilà, il y a une inquiétude et cette espèce de petite comptine qu'on entend souvent, on n'aura plus de retraite, ce qui est faux. Oui, c'est une musique qu'on entend depuis quelques années quand même. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir de la retraite tous. On aura tous une retraite. Quand je dis de la retraite, c'est de la retraite obligatoire. On en aura probablement moins que les générations précédentes. Et donc, oui, il faut préparer une retraite complémentaire. Et je pense que c'est cette musique-là, autant la première partie, je suis pas très fan, autant la deuxième partie de dire oui, il faut se préparer une retraite complémentaire, on le voit très vite dans les chiffres. Et là, le fait d'avoir à la fois le côté, il y a une réforme des retraites, on en a quand même beaucoup parlé, plus un nouveau produit avec un mot magique. À partir du moment où ça fait 10 ans qu'on explique à tout le monde qu'un produit de retraite, ça sort forcément en rente, qui n'est pas toujours ce qu'attendent les clients, et qu'on a mis le mot magique, ça sort en capital, vous avez le cumul d'un énorme bruit médiatique et une solution qui correspond beaucoup plus aux attentes des clients, en tout cas dans ce qu'ils veulent à l'instant T. On en rediscutera le jour où ils arriveront à l'âge de la retraite, mais ça c'est un autre débat. Mais clairement, le cumul des deux a fait une année magique, oui. C'est l'alignement des planètes dont vous parliez en préalable. Benjamin, vous voulez rebondir? Je vous sens... Alors moi, c'est Fabrice. Mais... pardon, Fabrice. Mais je veux parfaitement rebondir sur ce qu'a dit Benjamin. Et Laurent, il a parfaitement expliqué effectivement ce fondement... cette musique qu'on entend sur la baisse programmée des régimes obligatoires et donc de la rente qu'on aura à la retraite par les régimes obligatoires collectifs en péréquation entre nous tous et avec une démographie et une activité économique dans le pays qui font que forcément on aura une baisse programmée de ces régimes et que donc il faut se prendre en main sur ce sujet individuellement. Faut regarder sa carrière. Donc je suis cadre et je suis en confinement, j'ai le temps de me projeter sur ce sujet-là. Et j'ai besoin d'un expert pour travailler sur ces sujets-là. Expert aussi pour travailler sur l'optimisation fiscale, parce qu'il y a quand même une petite carotte fiscale qui est la cerise sur le gâteau, mais le gâteau, c'est quand même préparer correctement, effectivement, ma retraite. Et tu l'as très bien dit. Et là-dessus, la loi Pacte, dernière planète qui s'aligne, nous apporte un vent de liberté. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette loi. C'est cet effet de souffle, entre guillemets, de se dire on se rapproche un petit peu de nos petits camarades européens en étant un peu moins franco-français, en ouvrant un peu les fenêtres, les portes et les fenêtres, en disant voilà, c'est pas uniquement de la rente pour sortir en retraite, mais c'est aussi du capital. Alors il y aura une fiscalité qui sera liée à ça, donc il faut être prudent, il y a besoin d'un expert pour être accompagné sur ce sujet. Et c'est là où l'expert peut aussi travailler, Benjamin ne dira pas le contraire, sur l'assurance vie. Alors on va en parler de l'assurance vie. Depuis longtemps, les Français utilisaient l'assurance vie comme principal véhicule de leur épargne retraite. Madelin est arrivé en 1994, mais avant, on utilisait l'assurance vie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une architecture à monter à la fois sur l'assurance vie et sur le PER, et puis un bon contrat de prévoyance aussi pour bien protéger sa famille. Et là, on a fait son métier.
Très bien, on va en parler. Mais bonne transition. Je rappelle à tous les agents qui nous regardent qui peuvent aussi poser leurs questions. Si le temps nous le permet, on répondra en direct. Autrement, vous aurez les réponses par d'autres canaux. Alors l'assurance vie, vous l'évoquiez, Fabrice. Oui. Cette fois-ci, j'ai bon. Parfait. On a parlé les différents taux en euros sont sortis au mois de janvier, le mois dernier. Mais ce qui marque un peu le marché, Je regarde même plus. c'est le boom des unités de compte. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux agents qui nous regardent? Comment avez-vous passé le cap en fait entre le fonds euro et les UC? Alors, c'est une bonne question. Le fonds euro, là aussi, c'est une exception française. Dans le sens où ça n'existe pas dans les pays anglo-saxons. Et il me semble que l'avenir n'est pas au fonds euro. Alors, ils vont peut-être continuer évidemment à perdurer, hein. Ils vont pas disparaître. Ils vont peut-être progressivement se fermer. Les taux d'intérêt pour une longue période vont être encore extrêmement bas, et donc c'est pas là-dessus, c'est pas dans ces fonds qu'on va trouver. Ça, je pense que tout le monde le pense, hein. Mais Enfin, c'est bien globalement, hein. C'est quand même bien de le acquis. Il y a peu de débat sur ce sujet. Voilà. Effectivement. Voilà, après, on Alors les UC maintenant, comment vous avez passé le cap? Répondez à la question. Alors nous, les UC, on les travaille depuis toujours. Benjamin, j'imagine que c'est pareil chez Swiss. On travaille Depuis toujours, c'est-à-dire Depuis toujours. Moi, ça fait 20 ans que je suis agent, ça fait 20 ans que je travaille les unités de compte avec mes clients. Ça se travaille, dans le sens où, avec le client, on fait un profil investisseur. On définit des objectifs de placement. On va regarder l'ensemble des placements, y compris ce qu'il y a à la banque. C'est compliqué à vendre des UC ou pas? C'est une question de formation. Et de formation continue, de formation initiale et de formation continue. C'est un sujet et je sais, certains agents, notamment des réseaux généralistes, ont peut-être parfois un petit peu de mal à prendre en main. Il faut se former. Tu l'as dit, Patrick, tout à l'heure, il faut se former sur ce sujet. À partir du moment où on se forme, et on se forme régulièrement sur ce sujet, on peut ensuite en parler. On ne peut parler correctement que d'un sujet sur lequel on maîtrise, en fait. On maîtrise correctement et parfaitement, il me semble. Ouais. Donc vous, le cap, vous l'avez passé il y a 20 ans, en fait. Pour vous, il n'y a pas eu de cap. Il n'y a pas eu de cap, en fait. Hein, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Continue, mais il y a un effet d'accélération, comme je le disais tout à l'heure. Il y a tu disais boost. Moi, je parle de vent de liberté. Il y a un effet d'accélération énorme avec le PER. Donc ça permet de parler des unités de compte, parce que dans le PER, et en plus, quand on sait qu'on a un objectif programmé à une certaine date, la retraite, grosso modo, on sait à peu près, on connaît notre âge, on connaît grosso modo notre âge de départ à la retraite. Donc on a une durée de placement. C'est le premier sujet sur lequel on peut faire facilement et intelligemment de l'unité de compte. Donc merci de partager toutes ces opportunités en fait pour les réseaux d'agents généraux sur l'assurance de personnes. Il y a beaucoup d'opportunités business. Alors une que nous n'avons pas abordée, c'est l'assurance emprunteur, qui est un sujet aussi d'actualité. On demandera un peu la position d'AGA tout à l'heure à Patrick Évrard sur ce sujet. Position plutôt politique que nous évoquerons. Mais avant cela, Benjamin, comment voyez-vous l'évolution de ce marché? Est-ce qu'effectivement les agents doivent ou sont positionnés sur ce type de risque? Tu parles de l'emprunteur. Oui, l'assurance emprunteur. Oui, oui. Ça fait partie effectivement de l'offre globale que l'on doit avoir. C'est aussi une question de culture. Puisque voilà, c'est une autre façon, c'est un autre produit. Maintenant, la législation nous a aidé, enfin essaye de nous aider on va dire, à vendre et à commercialiser ce genre d'offres. On a bien évidemment une très forte pression de nos amis banquiers. Maintenant, j'ai quand même l'impression que depuis 2-3 ans, les clients sont de plus en plus avertis à cette possibilité de pouvoir s'assurer par une assurance externe et nous sollicitent quand même beaucoup plus pour sortir un petit peu de cette obligation du carcan de l'assurance du banquier que le banquier colle avec l'assurance habitation, l'assurance auto et la baguette de pain. Bien. Donc, et l'alarme de la maison. Et l'alarme de la maison, effectivement. Donc oui, il y a une réelle opportunité. Ça demande aussi une culture et beaucoup de formation, puisqu'il y a quand même un process qui est complètement différent sur l'assurance emprunteur. C'est un marché complexe, Laurent Boulanger, ou pas? Alors,
Oui. Pour les agents qui nous regardent. Voilà. En fait, que ça soit pour revenir 2 secondes sur l'assurance vie, je pense qu'il faut aussi parler aux agents généraux qui sont des agents généraux généralistes. Aujourd'hui, le marché de l'assurance vie, je vais arriver à l'emprunteur, et peut se pratiquer par des spécialistes comme le sont les gens autour de la table, mais je crois aussi que par des profils simple, et on a quand même beaucoup de nos clients qui ont des demandes simples, un agent général, sans être un énorme spécialiste de l'assurance vie, peut réussir à se développer sur ce marché-là, et je pense que c'est important qu'il l'ait aussi en tête, et de ne pas avoir que cette notion de ultra spécialiste. Voilà, c'est aussi quelque chose sur... Alors, ça dépend du profil du client, mais il y a 70-80% de la demande qui peut être résolue, relativement simple, proposée. Voilà, il n'y a pas besoin de connaître les 211 unités de compte qu'il y a sur nos contrats en général pour pouvoir réaliser des ventes. Et pour en venir à l'assurance emprunteur... C'est complexe, non, pour les agents de... Alors, la législation n'est pas si complexe que ça. Je veux dire, quelqu'un qui est formé, et on avait fait une formation AGA là-dessus qui permettait, à mon avis, de permettre à un agent et ou une collaboratrice de se former là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, et Benjamin l'a très bien dit, c'est que d'un marché qui était quasiment le monopole des banques, par les différentes législations, on a réussi à ouvrir ce marché-là, et je suis complètement d'accord avec Benjamin, au-delà de l'ouvrir chez nous, on l'a surtout ouvert dans la tête des clients. Et qu'aujourd'hui, c'est même les clients qui sont demandeurs de ce genre de choses, parce qu'ils ont de plus en plus cette connaissance, et ils savent qu'ils peuvent déléguer l'assurance, ils sont plutôt demandeurs. Donc, au-delà de dire, qui était un peu notre discours il y a quelques années, il faut susciter la demande, aujourd'hui, je pense qu'il faut surtout être capable d'y répondre. Et même si... Très honnêtement, les banquiers continuent de nous mettre beaucoup de bâtons dans les roues. Là aussi, il faut quand même rendre hommage aux compagnies qui se sont aussi assez bien adaptées. Quasiment toutes les compagnies proposent des outils et sont capables de, lorsque le banquier envoie un courrier en disant « non, je ne suis pas d'accord pour la délégation pour telle ou telle raison », dans la très grande majorité des cas, la compagnie d'assurance est capable de répondre à ce courrier-là sans forcément que ça soit l'agent, et permettre à l'agent de faire l'affaire au final, en tout cas d'apporter le service au client. Et moi, l'expérience un peu personnelle que j'ai aussi, c'est que ça permet vraiment et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, de montrer au client qu'on est là, nous, pour le conseiller, et que le banquier est un peu là pour le retenir, quoi qu'il arrive, y compris contre son propre intérêt. Et je trouve que d'arriver à se positionner comme ça par rapport au client, même si au final on ne fait pas l'affaire, c'est très très positif pour ce qu'on va pouvoir lui proposer d'autres. Et que cette démarche-là, elle permet de bien démontrer au client qu'on est là pour l'aider, on est là pour le conseiller, et pas forcément le banquier. Oui, Fabrice. Je voulais juste compléter ce que dit Laurent. Hier, quand le taux d'intérêt de ton prêt immobilier était à 5%, et que l'assurance de prêt était à 0,25 ou 0,50 ou 0,70, l'impact de l'assurance de prêt était plus faible. Aujourd'hui, avec le contexte des taux d'intérêt bas dont on parlait tout à l'heure sur l'assurance vie côté créditeur, mais si là on le fait côté emprunteur, là, négocier l'assurance de prêt, avoir une vraie offre concurrentielle sur l'assurance de prêt, ça a un vrai sens sur le coût global de l'emprunt. Et donc, on apporte un vrai service client. Et comme le dit très bien Laurent, c'est une porte d'entrée sur plein d'autres sujets. Si on dit souvent que l'assurance emprunteur permet effectivement d'avoir un certain nombre d'informations et de pouvoir rebondir sur d'autres... Cette petite précision que je voulais apporter. Types de risques, une précision très intéressante. Patrick Evrard, avant de voir la position d'AGA, dans votre agence, l'assurance emprunteur, c'est quoi votre retour d'expérience Écoutez, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche même fort. Moi, je m'en occupais pas. Mais honnêtement, donc vous avez passé le cap dont on parlait tout à l'heure. Mais depuis 2-3 ans, j'ai fait ce que disait Benjamin ou Laurent, je ne sais plus. J'ai mis quelqu'un un petit peu en charge de cela. J'ai une collaboratrice qui s'occupe de l'assurance emprunteur, qui est parfaitement formée aux techniques mises en place par la compagnie pour en faire, qui est parfaitement formée pour conseiller les clients. J'ai un de mes associés qui s'en occupe. J'ai 2 associés qui ont 30 ans. Alors vous comprenez, 30 ans, c'est le moment où leurs copains achètent une maison, une voiture, enfin tout ce qu'on peut acheter à cet âge-là pour composer son patrimoine. Et à chaque fois, allez bingo, ils proposent l'assurance emprunteur. Et ça marche. Et puis ça marche. Je vous assure que ça marche parce que à 30 ans, entre 30 et 45 ans, les produits des assureurs sont extrêmement compétitifs sur le marché.
Alors maintenant, la partie, on a parlé beaucoup d'assurance emprunteur, hein, l'automne dernier, l'hiver dernier. C'est quoi la position d'AGA par rapport aux évolutions réglementaires de ce type de garantie, de contrat ? Vous savez, le monde de l'assurance emprunteur, faire de l'assurance emprunteur en France, c'est un peu violer les portes épaisses du coffre de la Banque de France. Les banquiers sont assis sur leur tas d'or depuis 20 ou 30 ans. Il y avait qu'eux qui faisaient de l'assurance emprunteur. C'était extrêmement rentable pour eux. Les marges étaient colossales. Donc vous vous doutez bien que c'est un combat politique extrêmement compliqué. Nous avons vécu dernièrement un avatar. Vous savez que nous avions un sénateur en France, le sénateur Bourquin, qui était vraiment attaché à la liberté de production de ce produit. Il a essayé de faire passer ce que l'on a appelé un amendement, l'amendement 2 du sénateur Bourquin, qui permettait véritablement de fixer une date extrêmement précise pour la résiliation du contrat. Je précise d'ailleurs que le CCSF, le comité du secteur financier en France, appelle de ses vœux que les banquiers donnent une date précise de résiliation depuis plus de 10 ans. Et depuis plus de 10 ans, les banques en font une sourde oreille absolument parfaite sur ce sujet. Donc aujourd'hui, cet amendement n'est pas passé, nous le regrettons, et nous travaillons étroitement auprès de la direction du Trésor pour que le gouvernement se saisisse enfin de ce sujet et que les banques arrêtent de faire de l'obstruction à la fourniture des renseignements propres à permettre la résiliation des contrats. C'est absolument oui, ce qu'on essentiel. applique à l'assurance emprunteur, ce qu'on applique à d'autres risques, Exactement. la complémentaire santé, on va en parler. Je ne suis pas un jusqu'au-boutiste. Certains politiques voulaient mettre en place la résiliation à tout moment de l'assurance emprunteur. Moi, je n'ai jamais été pour la résiliation à tout moment des contrats. J'étais contre la loi Hamon, en dommages, donc je ne vais pas aller aujourd'hui prôner la résiliation des contrats à tout moment au niveau de l'assurance emprunteur. Mais à minima qu'on ait une date bien précise, que ce soit la signature de l'offre, ou que ce soit la signature de mise en place du prêt, peu importe, mais que le gouvernement tranche une bonne fois pour toutes, de façon à permettre à tous les acteurs du marché de résilier en toute liberté les contrats bancaires. Voilà, c'est ça clair. La liberté en France. Merci de cette précision. On va aborder le sujet de la santé et de la prévoyance. On l'a un petit peu évoqué très très rapidement, et pourtant avec la crise sanitaire, ces garanties sont effectivement revenues un petit peu sur le devant de la scène. Il y a eu matière à en parler, par exemple sur la portabilité et sur la mise en place d'un régime pour les TNS. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Laurent, peut-être Je l'ai un peu porté auprès d'une appel, donc voilà. Je le connais un petit peu. Alors, portabilité, là on est sur plutôt une vigilance qu'on a essayé de remonter au pouvoir public, et je pense qu'il faut vraiment que les agents fassent très attention à ce point-là. Avec la crise actuelle, on peut quand même craindre qu'un certain nombre d'entreprises soient obligées d'être en liquidation judiciaire ou arrêtent leur activité. Il y avait un petit flou dans la loi. Alors, je dis petit flou, pour moi, il n'y en a pas, mais bref. Qui disait que lorsque l'entreprise arrivait en liquidation judiciaire, la portabilité n'était pas forcément due. Il y a eu de la jurisprudence depuis, c'est très clair, c'est toujours été notre point de vue AGA, donc, mais au moins on a la jurisprudence maintenant, elle est due par l'assureur, il y a eu une jurisprudence récente là-dessus, mais par contre il faut bien faire attention, et je voudrais sensibiliser nos collègues au fait de bien expliquer à tout le monde, il faut quand même payer ses primes. C'est-à-dire qu'au moment où le client se retrouve en difficulté, il faut qu'il continue de payer ses primes, au moins un minimum, même s'il ne paye pas tout, pour que le contrat reste en cours, parce que c'est le sujet. Donc il y avait une vraie problématique sur la portabilité, et dans notre devoir de conseil, je pense qu'il faut qu'on soit très attentif là-dessus pour que les salariés continuent d'avoir leurs droits en prévoyance et en santé. Sur les TNS. Alors sur les TNS, alors là aussi on a eu un moment un peu particulier avec la crise du Covid, puisque au moment où il y a eu le confinement et surtout les arrêts de travail liés au fait de devoir garder ses enfants, il y a eu un certain nombre d'aides qui ont été données par le gouvernement auprès des salariés, puisqu'ils ont été couverts par leurs indemnités journalières.
un certain nombre de professions libérales ont réclamé les mêmes aides puisqu'ils se retrouvaient dans les mêmes situations, sauf que nous n'avions pas d'indemnité journalière obligatoire. Alors je parle au niveau global des professions libérales, certaines professions en avaient. Et du coup, il y avait un vrai sujet, puisque comment on peut donner une prestation à quelqu'un qui n'a pas cotisé ? Le gouvernement a été, de mon point de vue, plutôt généreux, puisqu'on a pu bénéficier de ces aides-là. La logique, c'était quand même de dire, si on est demandeur de ces aides, à un moment donné, il faut quand même qu'on mette en place un certain nombre de choses. Et donc, via l'UNAPL, qui a demandé au gouvernement la mise en place d'indemnités journalières obligatoires pour toutes les professions libérales, AGA a porté aussi ce projet-là. Historiquement, il faut savoir qu'on était plutôt contre, puisqu'en fait, évidemment, c'est une partie, tout ce qui est fait à titre obligatoire n'est plus faisable par nous à titre complémentaire. Donc c'est souvent le reproche qu'on a pu nous faire. Moi, je continue de penser que c'est une très bonne chose. D'abord, parce que je pense qu'il faut avoir une vue au-delà de notre corporation et se dire qu'il y avait un vrai besoin et qu'il est quand même pas normal que les professions libérales se retrouvent sans un minimum de couverture. Et je le vois aujourd'hui vraiment comme une opportunité business. C'est-à-dire qu'il faut expliquer à nos agents généraux que les indemnités journalières qui vont être mises en place donc en 2022 ne couvrent que les 90 premiers jours. Que les 90 premiers jours et sur un niveau d'indemnisation qui est très faible. Donc c'est exactement la même logique que ce qu'on peut connaître chez les artisans commerçants, c'est de leur dire, et je trouve que c'est une superbe entrée en matière, leur dire, voilà, est-ce que vous êtes informés que vous avez eu une mise en place d'indemnités journalières, mais regardez ce que vous avez, regardez par rapport à vos revenus, et puis qu'est-ce qui se passe après 90 jours. Et je trouve que c'est finalement presque plus facile d'aller leur vendre de la prestation complémentaire avec une base qui est très faible que sans base. Et je le vois plutôt comme une opportunité business pour nous. Benjamin, 2020, c'était une bonne année pour la prévoyance, la santé ? Alors, ça n'a pas été une année exceptionnelle. Voilà, on peut pas aussi tout faire. Je pense que psychologiquement, la prévoyance, c'est déjà un produit qui est quand même pas facile à commercialiser, pas facile à conseiller, parce que c'est pas naturel pour un Français de souscrire un contrat de prévoyance. C'est plutôt naturel de souscrire un contrat complémentaire santé, mais à l'inverse, pas un contrat de prévoyance. L'année 2020 a été correcte, moyenne. Par contre, c'est vrai qu'on a beaucoup. Alors, c'est vrai que le mois d'avril, mars, avril, mai a pas été. A été un peu compliqué pour nous, assureurs, dans la mesure où il y a eu des communications un peu différentes. Voilà, un peu dans tous les sens, on va dire ça comme ça. Faible, ouais. On va dire, voilà, elle n'a pas été bonne, clairement. Mais c'est lié au Covid ou c'est lié au Covid. C'est lié au Covid et c'est lié. Voilà, on n'a pas su, je pense, anticiper ce genre de phénomène, et je pense que peu de gens auraient pu le faire. Maintenant, je pense que 2021 et dans les prochains mois qui arrivent, effectivement, là, on va devoir, nous, effectuer ce rôle de conseil, parce que c'est un vrai conseil, la prévoyance. Hein. À l'inverse, je veux dire que le PER est plus facile à commercialiser qu'un contrat prévoyance. La prévoyance, il faut l'expliquer, c'est pas dans notre culture, la culture méditerranéenne des Français, d'effectuer ce genre de choses. Donc là, on a un vrai rôle, et je pense qu'on a un vrai rôle social par rapport à ça, et sans, je pèse pas, mais j'y crois vraiment, parce que voilà, on doit leur expliquer, alors sans faire de misérabilisme par rapport à ce qui s'est passé en 2020, par rapport à la période de confinement, de Covid, de maladie, voilà, il faut quand même expliquer à ces TNS que le rôle, l'importance de la prévoyance, que peu ont aujourd'hui. On a aussi peu parlé du statut, je prends une petite minute, d'auto-entrepreneur, qui est quand même un statut très compliqué socialement, dans la mesure où il y a, Laurent me contredira pas, des faibles cotisations retraite et une très faible couverture prévoyance, qui est quand même un statut qu'on a vu depuis un certain nombre d'années se développer, et qui a quand même ses limites. Donc par rapport à ça, l'âge en général, là, si on veut parler d'assurance de personnes et donner un petit peu le goût, parce que je crois que c'est l'objectif par rapport à ce sujet, là, on a un vrai rôle social, et moi, j'ai toujours eu pour habitude de dire que la prévoyance, c'était vraiment le point d'entrée où
où le client se met à nu, voilà, il se dévoile sur ce côté pro, côté perso, ses objectifs et ainsi de suite. Et ça nous permet de suivre comme ça le client pendant de nombreuses années. Donc un vrai rôle de conseil sur la prévoyance, une année 2020 en demi-teinte, mais une tendance quand même générale à la forte progression. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice? De la prévoyance? Ouais. C'est un sujet... je t'écoutais, Benjamin, et je me disais, en fait, la prévoyance, c'est une promesse exprimée dans un contrat. Et c'est une promesse extrêmement... C'est très conceptuel, en fait. Et donc, ça ne se vend pas, à mon sens, facilement, à distance. Il faut de la conviction. Ouais, je disais, le client se met à nu. On en parle les yeux dans les yeux. On va parler de quoi? On va parler de la maladie, on va parler de l'accident, on va parler de l'hospitalisation, on va parler de la mort. De l'invalidité, que des sujets désagréables. Et ces sujets-là, parfois on a tendance à vouloir les mettre dans la poche et à continuer à avancer sans réfléchir. Et pourtant, à un moment, rencontrer le rôle social de l'agent d'assurance et surtout de l'agent qui est spécialisé sur ces sujets, mais tous les AGA peuvent, s'ils le souhaitent, se saisir de ce sujet, il va être d'ouvrir les yeux avec le client là-dessus, sur ce sujet-là, et de se dire, dans mon exercice professionnel, comment est-ce que je me protège, comment est-ce que je protège mon entreprise, comment est-ce que je protège ma famille. Mais une fois que j'ai réglé le problème, je vais pouvoir continuer à travailler l'esprit un peu plus léger, la sacoche un peu plus légère, parce que j'aurai réglé ce sujet-là. Voilà. Et moi, c'est comme ça que je l'aborde. Alors, 2020, effectivement, en visio à distance, pas trop mon truc, moi. Bon, 2021... mais on a fait, nous, le réseau, c'est flat. Voilà. 2021, moi, je suis persuadé, et ton argument est bon, Laurent, sur effectivement la petite base, la mini-base qu'on va avoir peut-être obligatoire, qui va être un point d'accroche pour parler du sujet, petit 1, et puis petit 2, ceux qui n'avaient pas fait le point sur leur garantie, ceux qui n'avaient pas de garantie en 2020, je pense qu'ils ont senti la différence. Donc pour moi, 2021, ça va être l'année où on va pouvoir parler de prévoyance, on va pouvoir parler beaucoup de prévoyance, et je pense que ça va être une belle année sur la prévoyance. Bon, c'est un bon signal. Je dirais que même si c'est des arguments de vente que j'aime jamais tellement, mais il est incontournable. Aujourd'hui, je pense que, et effectivement, tu l'as très bien dit, le côté « ça ne m'arrivera pas », on voit bien qu'avec l'année 2020, tout ce qui n'est pas censé arriver peut vraiment arriver. Et donc, typiquement, je pense que le besoin de se couvrir en prévoyance, en assurance de personnes, c'est la brique fondamentale. Et un agent général qui, à un moment donné, ne parle pas de ça avec son client, qui dans beaucoup de cas est un copain, quelqu'un qui connaît bien, etc., c'est incontournable. Il faut absolument en parler. Il y a une volonté politique. Il y a très clairement une volonté politique du gouvernement, parce que ces milliers, des dizaines de milliers d'auto-entrepreneurs, et rappelez-vous quand même qu'Emmanuel Macron, lors de sa campagne, l'avait bien dit, il veut pousser les gens du salariat vers l'entreprise, et donc tous ces milliers d'auto-entrepreneurs ont besoin d'être garantis. Vous vous rendez compte que des auto-entrepreneurs qui travaillent principalement dans le bâtiment n'ont même pas de couverture de prévoyance, alors qu'ils peuvent se foutre une main en l'air, un pied en l'air. Même dans la rue, avec les dans la rue. C'est-à-dire que c'est absolument incontestable qu'il y a une volonté politique de protéger ces gens-là, et c'est pour ça qu'à l'UNAPL, on a décidé d'appuyer le projet de ce petit socle d'indemnité journalière. Il est absolument insuffisant, et c'est vraiment l'occasion pour les réseaux d'agents de vendre le complément. C'est une belle opportunité. Alors on a vu toutes ces opportunités sur l'assurance de personnes. Finalement, l'année 2020 a été plutôt bonne, globalement, sur le secteur de l'assurance de personnes. Une petite question sur Benjamin, comment vous avez réussi en 2020, alors que vous ne voyez plus vos clients que vous voyez habituellement en permanence, comment vous avez eu la possibilité de faire des affaires à distance? Ça s'est passé comment concrètement? Pour faire du conseil à distance? Le 15 mars au soir, on s'est mis en ordre de bataille. Puisque Emmanuel Macron disait que c'était la guerre, et effectivement je pense que c'était la guerre, et là on a montré notre adaptabilité. Je pense que il faut vraiment saluer l'ensemble des agents généraux qui sont, je vais pas dire sur le front, parce que voilà, oui. Mais qui quand même se sont vraiment adaptés aux outils, aux process, aux moyens, et qui ont surtout été présents
en mars, avril, mai, juin, enfin tout au long de l'année, chose qui est pas facile. Donc on a effectivement fait, comme tout le monde, beaucoup de visio, beaucoup de conseils et de ventes à distance. Alors c'est vrai que la prévoyance, c'est pas forcément... C'est plus compliqué quand même, un produit. On verra avec... C'est pas du tout... Non, c'est vraiment pas un produit qui se vend à distance. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a un réseau qui parvient à le faire. Par contre, voilà, on a fait de très beaux résultats sur la partie épargne, parce que voilà, il y a toujours pareil, il y a une culture de nos clients qui est habituée à faire ce genre de choses à distance. Maintenant, voilà, on essaye de trouver aujourd'hui le juste milieu entre les outils, le digital et la présence physique. Vous savez, j'ai toujours ce leitmotiv de figital. Et je pense que là, on en parlait déjà avec Patrick en 2018. Je pense que le figital, voilà, nous sommes les principaux représentants de cette manière de travailler. On est à l'inverse des compagnies, nous, sur le terrain, présents au quotidien sur le terrain, et en même temps, on s'adapte aussi avec ces outils et ces nouvelles façons de vendre et de faire de la vente à distance. Est-ce que ça va pas accélérer, je reviens à vous Fabrice, est-ce que ça va pas accélérer un peu l'utilisation de la vidéo pour certaines affaires? Ça doit l'accélérer. Pour 2021, les années suivantes? Ça doit l'accélérer, Jean-Luc, et je suis, moi, par exemple, dans mon réseau, un fervent défenseur de cette chose-là. Oui, les compagnies doivent s'adapter. C'est vrai que ça fait des années qu'on dit qu'on a des process et des outils un peu archaïques, de par l'histoire, de par voilà. Tu parlais de l'ancienneté des compagnies d'assurance. C'est vrai que les outils sont quand même pas forcément adaptés à la vente à distance. Et là, j'ai quand même l'impression que les compagnies nous aident et vont nous donner les moyens de faire de la vraie vente à distance avec de la signature électronique, avec des outils interactifs pour nos clients. Donc ça, c'est une vraie opportunité et qu'on essaye de saisir au maximum, nous, dans les réseaux d'agents. Fabrice, c'est dur de vendre la prévoyance à distance ou pas? Moi, je dirais d'abord que nos agences sont restées ouvertes, fermées au public, mais ouvertes au service de nos clients pendant cette période. Et on a géré la promesse du contrat. Donc on a géré énormément de sinistres, 10 fois plus de sinistres, en tout cas dans mon réseau, j'imagine, enfin les réseaux qui vendent de la prévoyance. Donc les services de gestion de nos compagnies en urgence, en télétravail, avec en appui les agents, ont dû gérer 10 fois plus de sinistres. Ça a été une période extrêmement compliquée, mais là on a touché du doigt en fait la promesse qu'on doit tenir à nos clients sur nos engagements et sur leurs besoins financiers dans ce cadre-là. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, la prévoyance, ça se vend pas, je l'ai dit tout à l'heure, comme ça, à distance. On a vendu autre chose. On a parlé du sujet de l'épargne, parce que c'était un sujet très important et la loi Pacte nous a accompagnés à ce moment-là. On a vendu de la complémentaire santé, parce que c'est un produit plus simple, qui peut se vendre plus facilement à distance. Coût-bénéfice, voilà, on regarde les garanties et on peut vendre assez simplement de la santé. On a aussi vendu de l'assurance emprunteur. Là aussi, c'est facile, on compare des garanties. Et on va reprendre le sujet de la prévoyance tranquillement après cette crise, à mon avis. Donc c'est difficile, hein, vous le confirmez, ou à part des petites garanties peut-être d'essai ou ce genre de choses, non même pas. Bien sûr, on peut vendre des petites garanties et du produit entre guillemets à distance, mais c'est pas comme ça, c'est pas notre méthode. En tout cas, c'est pas la méthode que je pratique de conseil, et je pense pas que ça soit la meilleure méthode pour vendre de la prévoyance. La prévoyance, encore une fois, elle part des besoins du client. Et donc les besoins des clients, il faut d'abord les analyser. Avant de pouvoir proposer quelques services, avant de pouvoir produits proposer, que ce soit. effectivement, quelques produits que ce soit, il faut d'abord faire un diagnostic de qualité avant de proposer l'ordonnance, la prescription. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Voilà, c'est dans cet ordre-là. On aborde les 10 dernières minutes de notre plateau. Alors on va voir un petit peu les perspectives globales. On a fait le tour un peu de l'assurance de personnes avec l'ensemble des opportunités qui s'offrent aujourd'hui et demain, bien sûr, aux agents généraux. Si on devait donner des perspectives de marché, Benjamin, ça serait quoi votre conseil aujourd'hui ?
Il faut que je donne mes conseils. Ouais. Bon, vous ne les vendez pas, vous les donnez. Normalement, il facture. Hein. Non, si j'ai un conseil à donner, enfin, c'est vraiment que voilà, je pense que l'opportunité de la loi Pacte nous donne à nous, agents généraux, une vraie légitimité, un vrai rôle de conseil, on l'a dit plusieurs fois. Et c'est pas des paroles en l'air. Et je pense que, j'en suis certain, les clients ont besoin de ça. Et c'est vrai que voilà, il faut pas hésiter à passer le cap. Laurent l'a dit, sur les unités de compte, ça reste aujourd'hui quelque chose d'assez simple. On a pu le voir que les compagnies nous fournissaient des solutions à profil. Je vais pas dire packagé puisque j'aime pas ce mot-là, mais au moins simplifié pour aussi simplifier l'offre. Parce que nos clients ont besoin d'une offre simple au final. Hein. Hier, un client me disait, mais moi j'ai pas envie de boursicoter. Je dis attendez, rassurez-vous. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas le sujet. Avec le PER, on va pas acheter de l'action X, Y ou Z. On va vous proposer un fonds effectivement avec un profil. Donc moi je crois vraiment dans cette opportunité réelle de la loi Pacte et de l'ensemble de cette opportunité sur l'épargne, sur la retraite, qui découle effectivement sur l'assurance vie, puisque ça découle naturellement dans notre discours sur voilà, qu'est-ce que vous avez en épargne, en trésorerie, ainsi de suite. Donc on récupère et on a eu une collecte nette en 2020 qui était énorme. Hein. Oui. Faut le dire, le contexte de l'épargne en France a été considérable. Hein, oui, et alors que l'inverse du marché, le marché est plutôt en décollecte, nous on a réussi à avoir cette collecte positive. Et souvent on se pose la question avec la direction de Swiss Life, comment c'est possible d'arriver à une année 2020 comme ça, parce que 2019 était déjà record chez Swiss Life. Donc on se dit comment c'est possible. Et en fait c'est naturel, c'est dans notre discours, et c'est vrai que c'est très très long. Encore une fois, moi le premier, j'étais assez sceptique, j'étais un vie-sceptique il y a une quinzaine d'années. Voilà, il faut commencer, c'est un peu comme le vélo, hein, il faut, plus on pratique, meilleur on est, hein, c'est assez long, mais c'est ça. Et derrière, après, le discours se formate, le client nous fait confiance et revient petit à petit. Parce que il y a quand même, il faut le dire, faut quand même se le dire, on en a parlé très très rapidement. Il y a aussi une confiance que l'on doit regagner nous vis-à-vis de nos clients par rapport à notre image, puisque l'image quand même des assureurs n'a pas été exceptionnelle en 2020. On n'était pas déjà sur un niveau exceptionnel en termes de valeur. Là, je pense qu'on a perdu à peu près tous les points que l'on pouvait avoir. Donc, voilà, ce rôle-là, il faut vraiment qu'on revienne dessus et la loi Pacte doit nous permettre de pouvoir le faire. Laurent Boulangea, vos perspectives telles que vous les voyez en 2021, peut-être en 2022 ? Alors, d'abord, je suis d'une nature toujours optimiste et je pense vraiment qu'elles sont bonnes. On va avoir un effet assez classique en 2021, c'est-à-dire qu'en 2022, il va y avoir la présidentielle. Donc, traditionnellement, il y a une période un peu d'attentisme, je pense plutôt sur le deuxième semestre 2021. On peut espérer sortir de la restriction du Covid, je ne vais pas dire de la crise, parce que la crise, elle va durer un peu plus longtemps, mais des restrictions du Covid à l'été, c'est ce que beaucoup de gens disent. On va attaquer la présidentielle derrière. Et à mon avis, ce moment-là, il va être la résurgence d'un certain nombre de débats. Et alors, bon, tout le monde sait que c'est un peu mon dada personnel, mais très clairement, et on le voit déjà, le sujet de la réforme des retraites va forcément revenir et sera probablement un des axes clés de la présidentielle. Et à partir du moment où on parle majoritairement de ce sujet-là, ça génère de l'angoisse et de la demande chez nos clients. Donc il faut absolument que les agents généraux se préparent sur ce terrain-là, parce que je ne peux pas imaginer qu'on n'en parle pas et que du coup, vu le battage qu'il y aura forcément, il n'y ait pas des opportunités business fortes sur ce sujet-là. Fabrice, votre conseil, en tout cas vos perspectives pour 2021 ? Moi c'est pareil, c'est comme Benjamin, je ne donne pas mes conseils. On est entre nous. On est entre nous. Il y a que des agents généraux. Aux assureurs de personnes. En dommage, nous on donne les conseils, mais non. Blague à part. Pour nous, l'année 2021, elle va être assez particulière dans notre réseau parce que ça va être l'année où notre réseau va devenir un réseau à mission. Je parlais du vent de liberté de la loi Pacte.
Oui, il y avait d'ailleurs Bruno Le Maire et la loi Pacte, mais c'est l'entreprise à mission aussi. Voilà, l'entreprise à mission. Et il y a plein d'éléments intéressants dans cette loi Pacte. J'avais rendez-vous il y a 2 semaines avec un de mes clients, avocat, qui était en train de monter un pool avec des experts comptables, donc qui fusionnait un gros cabinet d'avocats avec un cabinet d'experts comptables pour rendre un meilleur service à leurs clients dans le cadre des possibilités qu'offre la loi Pacte. Eh bien nous, agents AXA Prévoyance et Patrimoine, nous allons devenir, là au mois d'avril, réseau à mission sur le sujet. Nous, on va un petit peu plus loin encore sur le sujet des unités de compte, dans le sens où on va travailler sur l'investissement socialement responsable, l'empreinte carbone faible, voilà, et offrir à nos clients tout un panel de solutions d'épargne responsable. Et c'est l'ensemble du réseau qui va aller sur ce sujet-là en devenant un réseau à mission. Donc à mission, on va dire... Au-delà de votre réseau, en général, Fabrice, 2021, 2021, c'est quoi? C'est l'année de la prévoyance et évidemment, dans ce cadre-là, c'est sur tous les items. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que 2021 sera effectivement l'année de la prévoyance. Bien sûr. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, après tous ces bons conseils, toutes ces convictions qui ont circulé autour de cette table et que vous avez partagées, messieurs. Je voudrais laisser la parole à Patrick Evrard, le président d'AGA, pour qu'il nous livre dans un premier temps sa conclusion, peut-être, sa synthèse, je ne sais pas ce qu'il va nous dire, et peut-être qu'il nous évoque aussi le prochain sujet d'AGA TV. Président, qu'est-ce que vous voulez nous faire partager en clôture de cet échange? Écoutez, Jean-Luc, en les écoutant comme ça attentivement, parce que je les écoute attentivement, j'aime bien la notion d'entreprise à mission, c'est très intéressant, je prendrai ça. Je crois qu'il faut que les agents généraux comprennent, toutes et tous, l'importance d'aller sur ce marché de l'assurance de personnes. Ces réseaux spécialisés ont fait des progressions, ils ne l'ont pas dit, mais à 2 chiffres, entre 10 et 20% certaines années. Et l'année dernière, je suis sûr qu'ils ont surperformé. Et quel que soit le niveau d'où ils partent, parce que des fois on me dit oui, ils font 20%, mais enfin ils n'avaient quasiment pas de com, donc c'est facile de faire 20% quand on n'a pas de commission. C'est pas vraiment vrai. Quelle que soit l'importance de l'agence, ils arrivent à faire des progressions extrêmement importantes. Je crois qu'il faut que les agents généraux comprennent bien une chose, c'est que ce marché de l'assurance de personnes, il est totalement ouvert. Je vous ai parlé en introduction, 78% de l'assurance vie en France est détenue par les réseaux bancaires. On ne trouve pas un tel boulevard sur aucun produit d'assurance. Je veux dire que tous les réseaux d'agents généraux peuvent se lancer sur ce domaine. On n'ira pas piquer les affaires au CNAVS, on n'ira pas piquer les affaires à Swiss Life, 78% tenus par les réseaux bancaires. On ira faire la pouille aux banquiers. Et ça, c'est quand même extraordinaire. On n'a que 6% de perte de marché. Donc, je veux dire, on peut se développer et se surdévelopper dans ce domaine sans se faire mal entre nous. C'est, je crois, le seul domaine assurantiel aujourd'hui en France où on peut avoir ce type de performance. Eh bien, il ne faut pas hésiter. Alors, je sais, c'est pas simple, mais Benjamin l'a dit tout à l'heure, l'essentiel, c'est de se former. Il faut que l'agent général se forme. Il faut qu'il se forme dans un premier temps parce qu'on ne va pas sur ce marché-là sans se former. Comme un assureur vie ne va pas sur le marché de dommages sans acquérir une formation. Ben, c'est exactement pareil. Il faut qu'il se forme et puis il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse, il faut qu'il se pousse, il faut qu'il y aille. Et avec ça, moi, je vous parie cher, compte tenu de la performance des réseaux bancaires, parce qu'on a toujours l'impression que les banques sont toutes puissantes. C'est vrai que cette étude SIAS Partner ne fait que rebattre des choses que nous, on connaissait bien. Il n'y a pas de performance conseil client dans les agences bancaires. Les agents généraux ont toujours été bien notés sur ce domaine et le sont encore aujourd'hui. Les agents généraux aujourd'hui, Jean-Luc, ils ont le vent en poupe. Je ne cesse de le dire depuis plusieurs années, mais aujourd'hui, même d'autres le disent que moi, et ça me fait plaisir, les agents généraux sont modernes, résolument modernes, et je crois que s'ils se forment et qu'ils agissent, ils pourront prendre des parts de marché extrêmement importantes en assurance de personnes. Il faut simplement qu'ils le veulent, et
Voilà, c'est le but de se former. Et qu'ils puissent se former. Et c'est le but de ces émissions, de leur donner l'envie. Il faut avoir envie. Je vais pas leur chanter la chanson de Johnny Hallyday, parce que là, je suis pas très bon. On n'a pas prévu la sonorisation et le doublage. D'ailleurs, je chante comme une casserole, mais c'est ça. Il faut avoir l'envie de faire. Et s'ils ont l'envie de faire, je leur parie la réussite. Écoutez, merci de cette conclusion, Président. Vous vouliez peut-être annoncer le prochain plateau d'AGA TV. La date n'est pas encore fixée, mais on traitera de quel sujet sur ce plateau? Bien, on traitera de la mise en place du cabinet de courtage que crée la fédération, qui va s'appeler AGA Solutions. Je crois que j'en ai déjà parlé depuis plusieurs mois déjà dans les différents congrès d'agents quand il y en avait. AGA a décidé de créer un cabinet de courtage pour apporter des solutions uniquement en entreprise et en professionnel pour les agents généraux qui ne peuvent pas placer leurs risques dans leur compagnie. Il s'agit bien évidemment d'un courtage dit propre, conforme aux accords contractuels que nous avons signés avec les compagnies dans les différents réseaux. Ce cabinet de courtage, écoutez, il commence sérieusement à se monter. Il y a déjà 1 personne et demie qui est recrutée pour le lancement et j'attends là, incessamment sous peu, la confirmation que l'informatique qui pose, c'est toujours un problème. L'informatique, chaque agent général le sait pour le vivre dans sa compagnie. L'informatique, c'est toujours un souci. Donc j'attends de voir si le système informatique que nous avons choisi pour offrir une interface aux agents généraux fonctionne bien. On va le mettre en test là dans les jours qui viennent. Et j'espère que pour la fin mars, donc ce cabinet de courtage sera efficient. Donc je crois que fin mars, on devrait pouvoir parler de cette nouveauté importante, voilà, et qui vient en service aux agents généraux. Merci. Donc, nous allons parler d'AGA Solutions. Merci à toutes, merci à tous. Merci, messieurs, de votre présence sur le plateau. On vous souhaite une très très belle journée et surtout, portez-vous bien.